Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Raconte-moi mes ancêtres à la deuxième partie de l'émission La Fontaine Vigée. Alors, je tenais à vous dire que pour moi, le projet de Raconte-moi mes ancêtres, c'est toujours voulu être un projet collectif. Et jusqu'à présent, je suis agréablement surpris, là, je sais que je me répète, là, mais pour vous dire, au début, quand j'ai commencé cette idée-là, à l'automne passé, j'ai monté un prototype, puis j'ai envoyé ça à quelques amis qui m'ont généreusement donné de leur temps et ont commenté les vidéos, puis m'ont donné des idées. Basé là-dessus, j'ai fait un deuxième prototype, puis un troisième, puis un quatrième. Bon, la Fontaine Vigée, c'est le troisième prototype, mais remasterisé pour YouTube. Où je veux en venir, c'est que suite à la première partie, ben, ça m'a permis d'avoir vos commentaires. Et bon, ceux qui se reconnaissent vont remarquer que vos commentaires ont été pris en considération. Mais en plus, ça m'a permis d'entrer en contact avec un cousin de Serge qui m'a généreusement remis quelques photos que j'ai pu intégrer à la deuxième partie. Alors, ceux qui aiment les photos, ben, on en a quelques-unes. En passant, pour ceux justement là, qui aiment les photos, souvent à la fin d'un générique, je vais mettre des nouvelles photos qu'on n'a pas vues là, pendant les émissions. Dans la première partie, on avait vu un couple qui avait passé son enfance entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre, plus précisément à Lewiston. D'ailleurs, on me fait remarquer que j'ai oublié de mettre la carte. Eh bien, voilà. Si on se souvient bien, assez rapidement, notre couple vedette va revenir s'installer au Québec et assez rapidement, on va commencer l'agrandissement de la famille comme c'était la coutume à l'époque. Alors, on se retrouve à la fin. Encore une fois, si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, commenter les vidéos. Bonne deuxième partie. Chapitre 5. Une fin abrupte. C'est malheureusement le 22 novembre 1904 que nous allons inhumer Clérida Vigée. Clérida, décédée l'avant-veille à l'âge de 24 ans, épouse de Ludger de La Fontaine. Les témoins ont été Ludger et Maxime de La Fontaine. Eva était alors âgée de 3 ans alors qu'Alfred, lui, n'était âgé qu'à peine d'1 an. Bon, on a parlé un peu de l'exode des Canadiens français aux États-Unis, un peu de l'histoire de Lewiston. Maintenant, parlons de l'histoire des cantons de l'Est. Les cantons de l'Est ont été une région assez peu développée au temps de la Nouvelle-France, là, pour ne dire pas du tout. La région était surtout occupée par les Abénaquis à l'époque. Si on revient en arrière, en 1773, la guerre de 7 ans se termine. Guerre qui a coûté très cher aux deux belligérants. Pour récupérer leur argent, les Britanniques vont imposer des taxes à leurs colonies. Ce qui ne fera pas l'affaire là, des habitants des 13 colonies en Amérique du Nord. Les Américains vont alors déclarer leur indépendance en 1776 pour finalement gagner la guerre en 1783. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de cette guerre, eh bien, c'est pas tous les Américains qui prennent du côté des Américains. Il y a un groupe de gens qu'on appelle les loyalistes qui vont collaborer avec les Britanniques. Vous comprendrez qu'une fois que les Américains ont obtenu leur indépendance, eh bien, ils ne voyaient pas d'un bon œil la présence de collaborateurs de l'Ancien Régime. En contrepartie, ces collaborateurs de l'Ancien Régime, qu'on appelle les loyalistes, se sentaient pas trop les bienvenus non plus, là. Donc, ils vont commencer à s'exiler là, tranquillement, pas vite, là, surtout dans la région de Toronto, qui à cette époque-là était très peu peuplée, là. Toutefois, en 1793, il y a un Gilbert Hayat et 9 associés qui vont venir s'installer dans les cantons de l'Est. Eux, ils se disaient, on est des sujets de la couronne britannique, la province de Québec appartient à la couronne britannique, alors on s'y installe et c'est comme ça. C'est 8 ans plus tard que le gouvernement de la province de Québec va les autoriser à s'y installer. Suite à cette autorisation, ça va être long à se développer, là. Il y a d'autres loyalistes qui vont venir s'y installer tranquillement, pas vite, mais la région est enclavée. Il n'y a pas de route carrossable qui se rend dans les centres urbains comme Montréal ou Québec. La densité est très basse, il va y avoir des problèmes d'approvisionnement à l'hiver, même des périodes de famine.
Mais vous vous souvenez que dans l'émission Jolie Saint-Onge, je vous parlais de l'importance de la force hydraulique à l'époque. Eh bien, on va commencer tranquillement, pas vite, à pouvoir à exploiter le pouvoir hydraulique de la rivière Magog. Des moulins vont commencer à s'installer, puis ça va attirer l'attention des marchands britanniques de Montréal. On va commencer à construire des routes et surtout un chemin de fer qui va relier Montréal et Sherbrooke. Eh bien, pour construire tout ça, ça va prendre du monde, hein? Du monde travaillant, puis du monde surtout qui coûte pas cher. Puis ça tombe bien parce qu'on a deux catégories de gens comme ça au Québec à l'époque. Hein? Les Irlandais fraîchement débarqués au pays, hein, qui avaient eu une famine, eux autres, en 1820, qu'on a vu d'ailleurs plutôt à Lewiston, et les Canadiens français. Des Canadiens français venaient principalement de Beauce, comme Nazaire, le père de Clérida. En plus, vers 1850, ben, le train va être relié Sherbrooke à Portland, là, qui est à quelques kilomètres là, de Lewiston. Ça va faire en sorte que beaucoup de Canadiens français vont faire la navette entre le Québec et le Maine dans la période de l'exode des Canadiens français aux États-Unis, comme ce fut le cas de nos deux principaux sujets de l'émission. Chapitre 6. Un nouveau départ pour Ludger. Malgré le fait que c'est la fin de notre coupe vedette, la vie de Ludger va prendre une nouvelle avenue alors que le 11 juin 1906, encore une fois dans la paroisse Saint-Élie-d'Orford, nous assistons à l'union de Ludger de La Fontaine, fils légitime de Maxime de La Fontaine, qui est maintenant journalier, et Émilie Nollet, et Adéliane Gendron, qui, elle, est fille légitime d'Hector Gendron et Marie Trépanier. Alors, il faut comprendre qu'à l'époque, alors que généralement monsieur travaille 60 heures par semaine et que madame s'occupe de la PME familiale, eh bien, quand l'un ou l'autre décède, eh bien, il faut trouver une solution et rapidement. Je vous rappelle que les CPE n'existaient pas à l'époque. Si le conjoint survivant ne pouvait se trouver un conjoint assez rapidement, souvent les enfants étaient envoyés à l'orphelinat. Considérant le fait que l'espérance de vie était beaucoup plus basse à l'époque, eh bien ce genre de situation était beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui. Alors les familles reconstituées au Québec, malgré que pour des raisons différentes d'aujourd'hui, eh bien ce n'est pas un phénomène nouveau. Alors comme c'était la coutume, le nouveau couple ne perdra pas beaucoup de temps. On connaissait déjà Eva et Alfred du premier mariage de Ludger, mais la famille de notre nouveau couple va s'agrandir assez rapidement. C'est le 11 mars 1907 qu'Evelyne voit le jour. Je vous rappelle que Ludger et Adrienne se sont mariés le 11 juin de l'année précédente. Je vous laisse faire le calcul. L'année d'après, ce sera au tour d'Armand de voir le jour. Puis Gertrude va naître en 1909, mais malheureusement, elle décédera l'année suivante. Puis, en 1911, ce sera au tour de Rosamande de voir le jour. Venez, je vais vous faire danser la bastringue et puis la bastringue. Venez, je vais vous faire danser la queue de votre robe. Toujours dans Saint-Élie-d'Orford, le recensement nous apprend que Ludger était journalier. En 1911, Ludger a travaillé 36 semaines, des semaines de 60 heures pour un salaire de 324 $. Ludger sait lire et écrire. On constate aussi que leur ménage est maintenant composé de 9 membres, car en plus des 5 enfants, les parents de Ludger, Maxime et Émilie, habitent maintenant chez Ludger et Adrienne. Et comme le voulait la coutume à l'époque, la famille va continuer de s'agrandir en 1913 avec Juliette. On peut supposer que notre couple vedette a fait une escale à Montréal puisque Juliette y est née. Malheureusement, elle décède 2 ans plus tard, notre couple vedette habitant toujours à Montréal. Puis, 4 ans plus tard, soit en 1917, et de retour à Saint-Élie-d'Orford, eh bien, Victor Irénée voit le jour, probablement appelé René. Bon, là, s'il y en a qui pensent qu'ils ont pris un break de 4 ans et que c'est les débuts de la Première Guerre mondiale, ou bien c'est parce qu'ils ont déménagé 2 fois, eh bien, pas nécessairement. J'ai pas de preuves concrètes, mais sûrement que Ludger et Adrienne étaient des très bons catholiques et essayaient bien fort de faire grandir la famille. Mais bon, parce que ça marchait pas, ou bien faut pas écarter non plus la possibilité de fausse couche. En tout cas, si c'était pas une fausse couche, soyez sans crainte, leur bon curé devait sûrement leur rendre visite à l'occasion.
William Henry, lui, verra le jour en 1919. Il y a aussi Evelyne, la première fille avec Adrienne, qui malheureusement décède en 1919. On s'est marié à Saint-Élie-d'Orford, quelques naissances dans la région, puis de 1913 à 1915, on est à Montréal. Et de retour à Saint-Élie-d'Orford en 1917. Finalement, dans le recensement de 1921, on nous apprend que notre petite famille est de retour à Montréal, dans Papineau plus précisément sur la rue Malo. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est à quelques pas de ce qui est l'entrée du pont Jacques-Cartier aujourd'hui, qui lui n'était pas construit à l'époque. La construction du pont a commencé en 1926 pour être en fonction en 1930. Ludger est maintenant âgé de 38 ans, il est toujours journalier, gagne maintenant 1040 $ par année. Il sait lire, écrire, mais ne parle pas anglais, alors que je vous rappelle que Ludger s'est marié en premières noces aux États-Unis. Comme quoi l'anglais en 1900 dans la Nouvelle-Angleterre n'était pas une nécessité. Ludger n'était maintenant plus seul à amener des revenus à la famille, puisque Eva, sa plus vieille, maintenant âgée de 19 ans, est servante. Alfred, lui, le grand-père de Serge, alors âgé de 18 ans, est charretier. Et Maxime aussi, le père de Ludger, qui travaille toujours comme bûcheron à l'âge de 64 ans. On me raconte que la raison du déménagement à Montréal est qu'il manquait de travail à Sherbrooke. Ils ont alors décidé de déménager à Montréal. Ludger a alors travaillé à couper de la glace sur le fleuve, puis dans la voirie quand on a commencé à construire des autoroutes, et finalement il a travaillé dans la construction. Au début des années folles, la famille va continuer de s'agrandir avec Roger en 1922. Puis Cécile va voir le jour en 1924 et finalement le petit dernier de la famille, Marcel, en 1925. En 1925, Ludger aura eu un total de 11 enfants dont 2 sont décédés. La maisonnée est maintenant composée de 6 garçons et 3 filles, en plus de Maxime et Émilie, les parents de Ludger. Un total de 13 personnes habitant sous le même toit. Chapitre 7. D'autres événements tragiques. OK, là, je vous dis tout de suite, ce ne sera pas une période facile pour Ludger, à commencer par 1927. C'est le 1er juillet 1927, alors qu'il est âgé de 44 ans, que Ludger va assister à l'enterrement de sa mère, Émilie Nollet. La cérémonie a eu lieu à la basilique Notre-Dame. Puis, 2 ans plus tard, le 15 juillet, soit quelques mois avant le krach de 1929, nous avons inhumé à la basilique Notre-Dame Adrienne Gendron, sa deuxième épouse, décédée le 11 du même mois. À travers ces tristes événements, il y a un petit rayon de soleil qui va apparaître. C'est le 12 janvier qu'on va baptiser Pauline de La Fontaine, fille légitime d'Alfred de La Fontaine et Albina Pailleur, et aussi mère de Serge, notre personne hommagée de cette émission. En 1934, Cécile, leur fille qui était née en 1924, décède. De plus, le 6 juillet, nous allons assister à l'enterrement de Maxime de La Fontaine, fils de Bruno de La Fontaine, époux d'Émilie Nollet, décédé le 4 juillet. Les témoins étaient Alfred et Ludger de La Fontaine. Donc, en voyant ce document, on apprend que le grand-père de Ludger s'appelait Bruno. S'il y en a qui se demandent d'où ça vient les de La Fontaine, eh bien, si on remonte l'arbre jusqu'en Nouvelle-France, on retrouve un Jacques La Fontaine, sieur de Bellecour, qui lui était secrétaire du gouverneur, là, vers la fin là, de la Nouvelle-France. Alors, ceux qui se demandaient d'où venait le « de » comme préfixe à La Fontaine, eh bien voilà. Un « de » est souvent un signe d'une descendance de petite noblesse.
Eh bien, en 1955, Ludger, maintenant âgé de 73 ans, va trouver l'amour pour une troisième fois. C'est le 31 décembre 1955 à l'église Notre-Dame-des-Victoires que nous allons assister à ce mariage. En 1961, Ludger et Joséphine Leclerc vont assister au 35e anniversaire de mariage d'Alfred de La Fontaine et Albina Pailleur, grands-parents de Serge. On voit sur la photo, dans la rangée du haut de gauche à droite, Joséphine Leclerc, Ludger Lafontaine, Alfred de La Fontaine, Albina Pailleur et Armand de La Fontaine. Ludger aura assisté au décès de 3 de ses enfants, mais pour la première fois en 1963, il assiste au décès d'un premier de ses enfants d'âge adulte. Alfred était alors âgé de 60 ans. Chapitre 8. La fin. Et comme toute bonne chose a une fin, c'est le 25 mars 1966 que décède Ludger Lafontaine. Il sera enterré au cimetière Notre-Dame-des-Victoires. Ceci conclut notre histoire du couple Ludger Lafontaine et Clérida Vigée. Mais, comme une fin annonce souvent un renouveau, Ludger Lafontaine et Clérida Vigée auraient laissé une descendance qui va très certainement perdurer dans le temps. On se quitte avec quelques-uns de leurs enfants et unions, alors si vous voyez vos parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents dans cette liste, c'est que vous avez probablement Ludger et Clérida ou Adrienne comme ancêtres. En musique, on a eu La Bastringue de La Bolduc et Ovila Légaré. Tout au long de l'émission, Louis Boudreau dit Pitou le violonneux nous a accompagnés au violon. Et on se laisse avec la chanson qui devait tourner sur toutes les radios au moment où notre histoire se termine, L'amour unit le monde de Donald Lautrec. Signorita dit si si signor. Perso perso un baiser je t'adore. L'amour unit le monde. Deux regards amour et kimono. Elle chante sous un sombrero. Elle sourit près du vieux château. L'amour unit le monde. Partout sur terre à bien y penser. Les solitaires sont bien assurés. Car pour des loisirs mieux appropriés, ils n'ont seulement qu'à bien voyager. Twisting l'amour, c'est toujours l'amour. La signorina nous fait crier l'amour. Sous un igloo, elle nous fait la cour. L'amour unit le monde. Paris, Madrid, Brésil. L'amour unit le monde. Japon, Mexico, Québec. L'amour unit le monde. Partout sur terre à bien y penser. Les solitaires sont bien assurés. Car pour des loisirs mieux appropriés, ils n'ont seulement qu'à bien voyager. Twisting l'amour, c'est toujours l'amour. La signorina nous fait crier l'amour. Sous les igloos, elle nous fait la cour. L'amour unit le monde. Alors, j'espère que vous avez aimé la deuxième partie. Une famille reconstituée en 1906, ben oui, ça se pouvait quand même assez fréquemment. C'est les premiers qu'on voit à Raconte-moi mes ancêtres, mais c'est certainement pas la dernière fois là, qu'on va en parler. Comme ce ne sera pas non plus la dernière fois que je vais vous parler de la Nouvelle-Angleterre, car dans la prochaine émission, on va parler de Narcisse Dion et Anaïs Lavoie. Narcisse étant né à New Bedford, près de Boston. Comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, je vous invite à vous abonner à la page, à aimer les vidéos, à commenter, à visiter la page Facebook. On se revoit dans quelques semaines.